Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui a remporté le prix Coup de cœur de la Fondation Jacques Rougerie à l'Institut de France. C'était en janvier dernier. Donc voici Solar Sport. Les spécifications du concours, elles étaient très succinctes. Ça tenait en une ligne. Concevoir une centrale solaire dans l'espace. Bon alors comment vous commencez avec ces données-là? Notre première inspiration, elle nous est venue de la nature. Effectivement, nous cherchions à savoir comment replier une très grande surface à l'intérieur d'une fusée. Puisque si vous voulez capter le plus de lumière du soleil possible, il vous faut une grande surface. Nous avons trouvé une solution en observant le mécanisme des fleurs. Effectivement, il y a une chose sur laquelle nous pouvons être sûrs avec la nature, c'est que le retour sur expérience, il n'est pas sur 10 ou 15 ans, il est sur des millions d'années. Si la nature sait le faire, vous pouvez être sûr que c'est possible. La nature, c'est de la haute technologie. Donc Solar Sport, c'est un petit bourgeon à l'intérieur d'une fusée qu'on envoie dans l'espace et une fois arrivé en orbite, il va s'ouvrir comme une fleur. Et ça, c'est une solution géométrique que nous avons trouvée en observant les plantes et les organismes. Et cette solution, elle nous a amené à une autre idée. L'énergie des microalgues et les photobioréacteurs existants. Il y en a partout dans le monde, y compris en France. Ces microalgues, elles fournissent de l'énergie en brûlant de l'alcool sous forme d'éthanol. Elles peuvent aussi produire de l'oxygène et elles produisent également de la nourriture. Elles sont conditionnées à l'intérieur de ces tubes. C'est ce qu'on appelle un raceway. Et alors, j'ai entendu la conférence de Alain Garel tout à l'heure, et il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans 2001, l'Odyssée de l'espace, en tout cas dans le livre de Arthur Clarke, quand il parle de la base de Clavius, c'est une ligne dans le livre, il parle de l'écume d'émeraude qui circule à l'intérieur d'un intestin transparent. Bon ben, je crois qu'on a tout à fait compris ce que c'était. Il y a 50 ans, on imaginait déjà se nourrir et avoir de l'énergie avec des algues dans l'espace. Ces algues, elles ont besoin de déchets sanitaires, ce qu'on trouve dans nos toilettes, pour pouvoir vivre. Et elles ont aussi besoin de lumière du soleil pour grandir. Alors il y a un projet qui existe, qui fonctionne avec ça. C'est la maison des algues à Hambourg, construite par l'architecte Splitterwork. Donc là, les algues elles sont directement intégrées dans la façade. Vous voyez, ça ressemble à un aquarium qu'on n'aurait pas nettoyé. Pour ceux d'entre vous qui ont un aquarium qui n'ont pas nettoyé, ben on peut faire de l'énergie. Alors je ne vous conseille pas de faire de la nourriture à la fin parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais dans ce bâtiment précis, ça chauffe le bâtiment. On brûle les algues, ça chauffe le bâtiment, il n'y a pas de problème, ça marche. Nous avons voulu nous inspirer de ce principe. Et donc nous avons imaginé des coussins remplis d'algues. Si vous les mettez les uns à côté des autres, ces coussins forment un champ d'algues. Faites plus de l'agriculture, vous faites de l'agroculture, de l'aguaculture. Et donc il faut considérer chaque pétale de cette fleur comme un champ d'algues. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire aussi de la nourriture avec ces algues. La spiruline, vous pouvez la trouver dans n'importe quel supermarché ou épicerie bio. On trouve aussi de la chlorelle. La chlorelle, ça remplace les œufs. Moi j'ai goûté de la mayonnaise à la chlorelle, je vous assure, c'est bluffant. Et si vous mélangez spiruline et chlorelle, vous imprimez des spaghettis. Et des espèces de microalgues comme ça, il en existe plusieurs milliers. Donc on peut tous choisir la nôtre. Aucun problème avec ça. Alors voilà ce que ça donne dans le projet. Vous avez une station spatiale au centre et un champ d'algues tout autour. Les astronautes sont devenus des fermiers de l'espace. C'est un petit peu ça le principe. Donc l'idée c'est que nous allons emmener avec nous les algues où que nous allions. Et si on considère que ce circuit d'algues, il fonctionne comme sur Terre en permanence, en continu, ce que vous voyez, c'est un panneau solaire qui fonctionne de jour et de nuit. Ben oui, on brûle des algues en permanence. L'agriculture, c'est ce qui est le fondement de notre civilisation. Et ça, c'est notre deuxième inspiration, l'histoire de nos civilisations. Parce qu'il y a énormément d'innovations, d'inventions qui nous viennent de notre passé. Nos ancêtres sont des inventeurs depuis le début des temps, et il y a considérablement beaucoup d'objets qu'on puisse trouver et retrouver des fois qui ont été oubliés. Voici le village de Katal Uyuk.
Donc ça, c'est en sud de la Turquie, en Anatolie. C'était il y a 10 000 ans. Voilà comment vivaient nos ancêtres il y a 10 000 ans. Donc des maisons collées les unes aux autres et des champs cultivés tout autour. Vous remarquez qu'il n'y a pas de rue. La rue, c'est une invention. La rue, c'est une innovation. Il y a 10 000 ans, on ne connaissait pas la roue, on ne connaissait pas la rue. Donc pour sortir de chez soi, sans rue, eh ben, on utilisait une échelle. Et on sortait sur sa toiture. Les toits, c'était des places publiques. Et on y trouvait une place de marché dessus. À l'intérieur du village, pour circuler, on allait d'une maison à une autre maison, avec les connexions intérieures. Donc, vous partiez de chez vos parents, vous alliez à travers la maison de votre frère, de votre meilleur ami, à travers l'appartement de votre ex, et vous arriviez chez vous. À cette époque-là, ça posait de problème à personne de passer chez les uns et chez les autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est un système de compartiments connectés. Et ça, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans une station spatiale. De la même manière, quand on va établir des bases sur la Lune ou sur Mars, mais il est fort probable qu'elles ressemblent à ce que nos ancêtres construisaient il y a 10 000 ans sur Terre. Des compartiments connectés les uns aux autres, sans rue extérieure. Et ça, nous nous en sommes inspirés dans SolarSport. Vous voyez, le village central, des nacelles, des capsules, des compartiments, ils sont connectés les uns aux autres, avec de grands champs cultivés tout autour. Et de là vient notre début de réflexion écologique, c'est-à-dire qu'on parle de réchauffement climatique, nos sociétés elles ont besoin de se battre contre la pollution et les déchets, et qu'en est-il de l'espace? Ça fait à peine 50 ans qu'on est dans l'espace et on a déjà saturé 3 ou 4 orbites. Donc, on va aller dans l'espace de plus en plus. Hein. Notre civilisation, elle ne va pas s'arrêter. Maintenant qu'on a commencé, comme on le voit dans le film 2001, donc ça apparaît pas en 2001, mais dans quelques décennies, dans quelques siècles, on va continuer. Comment allons-nous pouvoir coloniser le système solaire pour que ce soit bénéfique pour nous, mais aussi bénéfique pour notre environnement, sans reproduire les erreurs qu'on a fait sur Terre dans les airs ou au-delà des airs? Alors ça, c'est une question que nous nous sommes posées, et nous nous sommes dit que, de toute façon, la Terre, elle ne pourra pas effectivement nourrir l'intégralité des êtres humains plus tard. Donc, partie de ce constat, elle allait certainement pas en plus nourrir les colonies qu'on va faire sur Mars, sur la Lune et ailleurs. Donc toutes ces colonies, il va falloir qu'elles soient autonomes en nourriture, en énergie, en oxygène. Et notre civilisation qui est née avec l'agriculture, elle emmènera l'agriculture avec elle. Alors, il a aussi fallu qu'on pense à comment les gens, les habitants, les équipages, ils allaient vivre à l'intérieur de cette station spatiale. Et notamment par rapport à leur santé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que je me débrouille très mal avec le micro. Merci beaucoup. Le plus longtemps vous restez, ou le corps humain va rester en gravité, enfin en apesanteur, donc en gravité zéro, plus votre corps et le corps humain ils vont s'altérer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on regarde Thomas Pesquet et les autres astronautes qui reviennent sur Terre. D'où l'intérêt d'introduire une gravité artificielle. Donc ça, vous l'avez vu tout à l'heure. La station de 2001, l'Odyssée de l'espace, fonctionne par gravité artificielle, par accélération centripète. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Voici, juste après, on n'est pas dans un film de science-fiction, ça c'est une expérience de la NASA filmée en 1964. Gravité artificielle par accélération centripète, ça marche. Ça fait 50 ans qu'on sait que ça marche. Cette station spatiale qu'on voit dans 2001, l'Odyssée de l'espace, elle a été inspirée certainement par une autre. Nous voici en 1957, on est 11 ans avant le film de Kubrick. Alors je vais vous présenter cet homme, Wernher von Braun, personnage, alors là on va mettre les parenthèses, les guillemets, tout ce qui va avec. Personnage très sulfureux, j'ai dit 3 fois très, hein, mais aussi incontournable de l'ère spatiale. Très sulfureux parce que donc c'est un ingénieur allemand et pour le compte de l'Allemagne nazie, il va développer les fusées V1 et V2 qui vont faire d'énormes dégâts sur Londres. L'avion fusée V1 a été développé par la Luftwaffe, tandis que von Braun, lui, a travaillé uniquement sur la V2.
Merci beaucoup pour cette précision. Et une fois un peu avant la fin de la guerre, il est récupéré par les Américains lors de... Alors là, juste, effectivement, la fusée V2, s'il y en a qui ont vu la BD Tintin sur la Lune, on va marcher sur la Lune, elle ressemble beaucoup à la fusée de Hergé. Il y a un vrai parallèle entre les deux. Il est récupéré par les Américains lors d'une opération qui s'appelle Paperclip. Il est naturalisé américain en 1955. Et là, à ce moment, il est intégré complètement par la NASA. Et ça va devenir l'une des têtes pensantes des programmes Saturne et Apollo. Et alors, on ne va pas lire dans le passé ou dans l'avenir, mais il est fort probable que les Américains n'aient pas pu aller sur la Lune en 69 si von Braun ne les avait pas aidés. S'ils seraient peut-être allés 5 ans. 10 ans plus tard, peut-être que les Russes leur auraient coupé l'herbe sous le pied avant. Mais ce personnage les a beaucoup aidés. Je ferme la parenthèse sur von Braun, mais c'était juste pour que vous compreniez que le monde de l'aérospatial, il a ses héros comme Neil Armstrong, comme Yuri Gagarin. Il y a aussi des personnages un peu plus sombres. Et von Braun en fait partie. Donc nous sommes en 1957, 11 ans avant 2001, l'Odyssée de l'espace. Et von Braun imagine cette route vélo, qui va être une station spatiale. Et là, on retrouve tout de 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout y est. Les fonctions, les équipements, la manière de vivre à l'intérieur. Alors, des projets comme celui-ci, on en voit dès les années 1920. Mais von Braun est réellement le premier à le calculer, le dessiner, et mieux que tout ça, il imagine comment on envoie un truc pareil dans l'espace. Alors lui, il imagine plus d'une centaine de rendez-vous spatiaux, de lancements. La Station spatiale internationale, on en a une cinquantaine à peu près. Donc c'est pas totalement incohérent. On reste dans l'ordre du possible. Il imagine des éléments gonflables aussi. Ça fait à peine 3 ou 4 ans qu'une société Bigelow envoie des éléments gonflables sur l'ISS. Donc quelque chose de très novateur. Alors, on récapitule. Attendez, j'avance un petit peu pour qu'on voit les couleurs. Voilà, la tour Eiffel, pour vous donner un peu une échelle, donc on est à un peu plus de 300 mètres. Ce qui est en rouge, c'est la partie habitable, donc là où les gens vivent. Ce qui est en bleu, c'est la partie dédiée à l'énergie. On a la station de von Braun qu'on vient de voir. On voit qu'elle est très similaire à celle de 2001, l'Odyssée de l'espace. On est sur un réacteur à cœur nucléaire. Et là, la Station spatiale internationale, celle qui tourne au-dessus de nos têtes actuellement. Et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite ? La partie habitable, elle est minuscule comparée à la partie énergie. Qu'est-ce qui s'est passé là entre les deux ? Au XXIe siècle, il n'est plus question d'envoyer un réacteur nucléaire en basse orbite. Enfin, je ne vous laisse même pas imaginer ce qui se passe si le truc retombe. Ça s'appelle une bombe sale, ça porte un nom. Aujourd'hui, on est sur de l'énergie solaire. Et ça, l'énergie du soleil, que ce soit par des cellules photovoltaïques ou des algues, ça va changer radicalement la manière et l'architecture des centrales spatiales. On ne conçoit plus du tout les choses de la même manière. Rentrons maintenant à l'intérieur de notre projet SolarSport. Donc, on a ce système d'algues sous forme de pétales de fleurs avec le photobioréacteur au milieu. Donc ça, c'est un principe qui va permettre, comme on l'a dit, on fait de l'énergie avec de l'éthanol, de l'oxygène, de la nourriture. Il y a un système de batterie là, histoire de stocker un petit peu l'énergie électrique. Et ce grand couloir horizontal, donc ça, c'est la rue intérieure. Oui, on a cherché à évoluer un petit peu par rapport à l'Asie mineure, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de passer par la capsule de votre voisin pour rentrer chez vous. Alors maintenant, une planche un peu plus technique sur une des nacelles, donc gravité artificielle par accélération centripète, sauf qu'elles ne tournent pas toutes dans le même sens, sinon ça va déséquilibrer l'ensemble de la station spatiale et ça va être compliqué. Donc on dit que les pales sont contrarotatives. Alors il y a plus d'éléments techniques dans le dossier, mais je vous en ai mis que un, parce que sinon la conférence pouvait durer très longtemps. Donc on n'a rien inventé pour dessiner ce projet, cette esquisse de projet plus exactement. On a mixé, associé, marié des technologies qui existaient les unes et les autres sur Terre ou dans l'espace, et on en a fait un projet complet. Bon, maintenant, il s'agit de savoir quelle est l'utilité d'un truc comme ça pour notre civilisation. C'est quoi les applications d'une centrale solaire qui fonctionne aux algues pour nous, êtres humains? Quelle est l'identité, en fait, de ce projet au final? Alors là, du temps qui me reste, je vais vous présenter 2 scénarios. Il faut voir ces scénarios comme des prototypes virtuels, des expériences conceptuelles qui vont nous permettre d'infirmer ou d'affirmer des propositions sur que faire avec ce machin-là. Alors, scénario numéro 1. Donc ça, c'est celui qu'on a présenté au concours.
SolarSport est en orbite autour de la Terre, il tourne autour de la Terre toutes les 90 minutes, et il va pouvoir envoyer sur Terre, sous forme d'énergie, un rayon laser. Et ça, c'est un scénario qu'on a imaginé, notamment pour les zones qui ont été touchées par une catastrophe. Vous êtes une île au large des côtes, au large de la métropole, au large du continent. Vous êtes pris un tsunami, un cyclone, un tremblement de terre. Des fois, ça met des jours, des semaines avant que par bateau, par avion, on vous amène des générateurs. Là, en moins de 90 minutes, pouf, on intervient. Alors, ça paraît un petit peu science-fiction, mais il faut savoir que c'est une technologie qui est développée par Amazon sur des registres assez différents. Amazon possède des drones. Amazon rêve de faire des drones qui permettent de livrer en fait un peu le monde entier. Et eux, ils rechargent leurs drones par laser, en plein vol. Un drone, ça a 4 km d'autonomie, ils arrivent à faire plus de 100 km avec. Ils ont une balise tous les kilomètres, ils le rechargent par laser. Donc nous, ça c'est une hypothèse qu'on a voulu faire pour ce projet. Mais je vous présente un deuxième scénario complètement différent. Donc là, on n'est plus en orbite autour de la Terre, on est plutôt en orbite autour de Mars. Et là, ça va être utile pour les voyages qui vont interplanétaires, qui vont aller sur Mars. C'est-à-dire que vous mettez ce type de station autour de Mars, vous allez sur Mars, vous emportez avec vous ce qu'il faut comme énergie, comme oxygène, comme nourriture, juste pour le voyage aller. Vous allez recharger en orbite sur ce type de station. Vous vous posez sur Mars, vous faites une exploration, ça se passe super bien. Vous remontez en orbite, vous rechargez une deuxième fois en énergie, en nourriture, en oxygène sur ce projet, et vous repartez sur Terre. Voilà, c'est ce qu'on a appelé le principe du pique-nique à la parisienne. Vous partez les mains dans les poches et vous revenez chez vous les mains dans les poches, le supermarché à côté de la zone de pique-nique. Avec SolarSport, nous avons voulu faire un projet ou une esquisse de projet qui puisse inspirer et montrer de nouveaux horizons. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une esquisse de projet, il n'y a pas un lancement qui est prévu dans les 5 ou 10 ans. C'est fait vraiment pour inspirer. Nous avons deux axes de réflexion qui sont majeurs, c'est l'axe technologique et l'axe écologique. L'idée, c'est d'imaginer les infrastructures que nos enfants et nos petits-enfants utiliseront peut-être dans un proche futur. Nous appelons ces constructions et ces conceptions des rêves réalistes, parce que ces rêves, ils sont aujourd'hui à portée de main. Oui, ils sont à portée de main. Merci à tous. Il y a un site internet si vous voulez voir toutes les illustrations, revoir peut-être, il y a plus d'ailleurs d'illustrations sur le projet, www.real-dream.fr. Et ici, j'ai déposé aussi des brochures qui sont, je suis désolé, en anglais. Merci à vous.